Bonjour, chronique jeu de rôle avec le Player's Guide de Adventures in Middle-earth. C'est publié en anglais par Sophisticated Games et Cubicle 7. Devrait y avoir une traduction assez prochainement chez Edge, semble-t-il. Là, c'est la version anglaise, donc date de 2016 et ça fait 224 pages. Adventures in Middle-earth, c'est l'adaptation aux règles de D&D5 de la gamme de l'anneau unique. J'ai eu l'occasion de livrer pas mal de chroniques concernant la dite gamme, témoignant de mon enthousiasme à son égard, mais aussi d'un vague scepticisme concernant le système parfois, mais vague, rien de rédhibitoire comme je voyais les choses. Depuis cependant, j'ai eu l'occasion de lire bien des retours d'expérience et peu ou prou unanimement critiques à l'encontre de ce système. En sens inverse, j'ai lu bien des avis favorables sur ce portage des D5. Ce qui n'avait rien d'évident. Si le Seigneur des Anneaux et compagnie ont eu une certaine influence sur la création et le développement de Donjons et Dragons, il n'en demeure pas moins que les optiques générales des romans d'une part, des jeux de l'autre étaient très différentes. Le cas de la magie est typique, mais cela va bien au-delà, ceci sans même envisager nécessairement la question du dungeon crawling au passage. Mais les lecteurs, maîtres et joueurs semblent donc tous louer Adventures in Middle-earth pour ses mécaniques bien pensées qui ne dénaturent pas l'univers tolkienien, tout en permettant de jouer dans cet univers sur la base d'une mécanique éprouvée. Bon, cela tient aussi à ce qu'il y a beaucoup de fans de D&D5. Pour ma part, je ne sais pas. Encore. Comme je l'avais noté il y a quelque temps de cela, la lecture du Player's Handbook ne m'avait pas totalement convaincu et m'avait même un peu effrayé. Mais il s'agissait bien de mettre mes préventions de côté, d'autant que certaines, et même les principales, concernant la magie, n'auraient probablement pas la même portée dans le contexte d'Adventures in Middle-earth. Il me fallait donc lire cette gamme en commençant par le commencement, le Player's Guide. Alors attention, contrairement à ce qui se produit pour D&D5 avec le Player's Handbook, le Player's Guide d'Adventures in Middle-earth ne constitue pas en tant que tel un jeu complet. Déjà parce que les règles génériques de D&D5 concernant la mécanique de base, le combat, mais aussi l'évolution des personnages ne figurent nulle part ici. Cependant, la licence adéquate permet de trouver ces règles gratuitement et légalement en ligne. Je vous ai donné un lien pour une traduction française sur le site DD, sur le blog. Donc, ensuite aussi parce que ce Player's Guide est doublé d'un Lore Master's Guide qui, contrairement à ce qui se produit avec le Dungeon Master Guide de la gamme générique, est sinon indispensable, du moins très utile pour le MJ. Background beaucoup plus approfondi, bestiaire, expérience, etc. Mais j'y reviendrai en temps utile. Le Player's Guide a donc une focalisation particulière, double en fait. La majeure partie du livre porte sur la création de personnages, mais les derniers chapitres, plus brefs, portent sur les systèmes spécifiques au jeu tolkienien, largement repris de l'anneau unique. Voyage, corruption, audience et phase de communauté. Commençons par la création de personnages. Elle reprend les principes globaux de D&D5, mais dans le fond comme dans la forme, il s'agit bien de s'adapter à l'univers particulier de la Terre du Milieu, qui ne tolérerait pas certaines races, classes, etc. Globalement, l'adaptation me paraît pertinente, même si certaines règles spécifiques magiques avec des guillemets me paraissent encore un peu trop magiques. Cependant, on trouve généralement dans les écrits Tolkien de quoi les justifier. Bon, dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait et parfois malin. En fait de race, nous avons ici des cultures, et, chose appréciable, bien plus que dans l'anneau unique, du moins dans sa forme basique, même si le cadre de jeu à ce stade demeure celui des terres sauvages, d'autres suppléments étant de ce cadre à l'ouest et au sud. Les races non humaines sont relativement limitées, puisqu'on trouve une seule culture naine, mais elle se dédouble en fait, une seule culture elfique, les elfes de la forêt noire, tant pis pour les hauts elfes de Foncombe notamment, et une seule culture hobbit, celle de la comté bien sûr. Nous avons par contre droit à 8 cultures humaines qui proviennent pour certaines de la gamme basique de l'anneau unique, centrée donc sur les terres sauvages, mais aussi cette fois de suppléments ultérieurs et parfois pas encore traduits, comme les hommes de Brie ou les cavaliers du Rohan. Ce choix est appréciable et la présentation de ces différentes cultures est à la fois synthétique et inspirante, avec des traits marqués sans être non plus outranciers. Complément des cultures, les classes. Transposer directement celles de D&D5 aurait été malvenu, et pas seulement pour les classes magiques, ici tout bonnement inenvisageable. Du coup, Adventures in Middle-earth propose 6 classes spécifiques, lesquelles, au gré des spécialisations, se subdivisent ensuite en 2 branches chacune, 3 dans un cas. Les scholars sont des érudits et souvent des guérisseurs, sur un plan tristement pragmatique. Les Slayers, alors ce nom me fait quand même tout bizarre, Les Slayers sont des combattants plus ou moins barbares. Les Treasure Hunters sont une classe de roublards comprenant agents et cambrioleurs. Si ce deuxième versant renvoie évidemment à Bilbo, cette classe de manière générale, comme d'ailleurs celle qui précède, témoigne des difficultés qui persistent à vouloir intégrer dans le contexte de la Terre du Milieu des concepts extérieurs pas très héroïques au sens moral, et sans doute faut-il particulièrement ici tenir compte des règles concernant la corruption.
Les Wanderers sont en gros des rôdeurs, bon, beaucoup moins problématiques à cet égard. Les Wardens ont pour fonction de défendre leur communauté, que ce soit par le conseil politique, même difficulté potentielle quand la manipulation est en jeu, ou quelque chose de plus martial, mais plutôt au niveau stratégique. La tactique et le combat militaire sont en effet l'apanage de la dernière classe, la plus classique, celle des Warriors. À mon sens, ce chapitre volumineux demeure le plus problématique, d'autant qu'il répercute dans Adventures in Middle-earth la multiplicité des règles spéciales associées à la progression des personnages dans Donj, un trait caractéristique du vénérable ancêtre et du jeu à classe et à niveau. Je regrette un peu que beaucoup de ces règles spéciales, même adaptées au contexte de la Terre du Milieu, soient d'ordre tactique et martial. Il y a heureusement des exceptions, mais j'ai tout de même l'impression ici qu'Adventures in Middle-earth adopte une optique plus combat que l'anneau unique. La définition du personnage ne s'arrête pas là. Il faut y associer tout d'abord les vertus qui sont essentiellement culturelles et qui personnalisent au travers de nouvelles règles spéciales. Les personnages humains commencent avec une vertu issue de leur propre liste, à la différence des nains, des elfes et des hobbies, mais après cela, tous les personnages peuvent choisir de développer une vertu plutôt que d'augmenter leurs caractéristiques, quand leur progression en expérience les y autorise. Enfin, de manière moins pragmatique, ouf, ça fait du bien tout de même, les backgrounds permettent d'attribuer aux personnages des qualités distinctives et des spécialités, pas vraiment d'ordre mécanique donc, même si ça peut fournir un avantage ponctuel, mais aussi des traits d'espoir et de désespoir essentiels pour le roleplay et qui ont une certaine importance au regard des règles de corruption. Notons au passage que l'on ne fait pas usage de l'alignement dans Adventures in Middle-earth. Ce sont ces éléments qui en tiennent lieu, dans un contexte où les personnages se doivent, au début du moins, d'être moraux, la progression de l'ombre les amenant cependant presque inéluctablement à développer leur plus regrettable penchant. Et on en revient au problème de la moralité de certaines classes et ou sous-classes, sans doute faut-il bien y réfléchir avant de se lancer dans l'aventure. Je passe sur le chapitre consacré à l'équipement, qui est très bien fait ceci dit, car il a le bon goût d'aller à l'essentiel, et de ne livrer de véritable développement que pour les objets, etc., spécifiques au contexte de la Terre du Milieu. Restent donc 4 chapitres plus brefs consacrés aux sous-systèmes spécifiques du jeu tolkienien, et largement repris de l'anneau unique. Aussi avais-je déjà eu l'occasion d'en parler dans de précédentes chroniques. Et globalement, les mêmes impressions demeurent. Sur le papier, j'aime beaucoup le système des voyages, qui met vraiment l'accent sur un aspect caractéristique des romans de hobby, central même. Il est cependant à craindre qu'en jeu tout cela ne se montre bien trop lourd à gérer. Bon, je tenterai tout de même l'expérience, le jeu me paraît en valoir la chandelle. J'ai l'impression que les responsabilités du PJ qui fait office de guide sont un peu déséquilibrées par contre. Bon, faut voir. Inutile de vraiment m'étendre ici sur la corruption, là encore un aspect fondamental du légendaire tolkienien avec une mécanique adéquate. Mais il faut peut-être relever que ce système plus ou moins d'attrition peut s'avérer assez sévère. C'est un point à intégrer dans le contrat social préalable à toute campagne, métavie, tout particulièrement auprès de joueurs donjonneux à qui ça risquerait de faire tout drôle. Suivent les règles d'audience dont pour ma part je ne compte pas faire usage. Je garderai sans doute un œil sur la table indiquant les réactions initiales de tel peuple envers tel peuple, ce qui me paraît important chez Tolkien, mais inutile de compliquer les choses au-delà, métavie. Restent enfin les règles concernant la phase de communauté, simple, synthétique, pragmatique. J'ai tout de même le sentiment que cette phase devient plus intéressante au fur et à mesure que l'on débloque très vidéoludiquement des sanctuaires, des garants et des entreprises de communauté. Mais ici on va à l'essentiel, bon, c'est ce qu'il faut pour le début. Bilan, eh bien, je ne sais pas vraiment. Je suppose que le boulot est bien fait, hein. Par ailleurs, le livre est d'une lecture agréable, très aérée, bien conçue. Les illustrations, bon, elles sont de qualité variable, on va dire, hein. La hideuse couverture en témoigne, j'imagine. Mais à tort ou à raison, je n'ai pas eu le même sentiment d'atmosphère que dans l'anneau unique, si les teintes sont assez semblables. Certaines illustrations sont visiblement reprises, mais pas toutes, j'ai l'impression. Bon, je dis peut-être n'importe quoi. Non, mon problème, ça demeure la base des D5, même en excluant la magie. Je suis un peu perplexe, un peu sceptique. Tout le monde dit que c'est très bien, c'est sans doute que ça l'est. Il me faudra tester ça. Je suppose que c'est le seul moyen de vraiment apprécier les atouts et les inconvénients de cette mécanique. Mais je me demande tout de même si ça ne vaudrait pas le coup de relire l'anneau unique, même indubitablement bordélique, dans sa première édition en tout cas, même largement critiqué. Juste au cas où. Ceci dit, je vous parlerai prochainement du Lore Master's Guide d'Adventures in Middle-earth, qui me permettra peut-être de me décider un peu plus.